Moi, il y a quelque chose que je vous dirais, mais avant, ce que c'est que je veux citer, là, quand ça s'en viendra le temps, là, ce que c'est que je veux citer, là, du coup, je ne m'en fais pas avec ça, pas en tout. Il me casse assez la tête, puis tout ça. Et tu me vois pas grand, ici, c'est autre, là? C'est parti. Hein? Vous pouvez commencer. Bon, ben, Quel âge avez-vous, monsieur Trottier? J'aurai 76 ans dans quelques semaines. Vous êtes né à Normandin? Non. Mon père était comme les autres colons dans le temps. Avec une famille, il y avait à ce moment-là 2 enfants. Alors, ça prenait des revenus en supplément. Et comme il n'arrivait plus sur la terre, il avait décidé d'aller travailler en dehors. Aussi, il s'est organisé pour aller travailler à la manufacture d'aluminium à Shawinigan. On a alors déménagé là, à Shawinigan. C'est là que je suis né. C'était En quelle 1902. année? En 1902. Vous étiez l'aîné de la famille? Non. Une fille, Eliane, me devançait et un garçon, Félix, aussi. Votre sœur, M. Trottier, vous parlez de votre, une fille, est-elle mariée, elle? Non, ma sœur, a mal tourné. Elle est devenue religieuse au couvent du Bon Conseil. Vous aviez seulement qu'une sœur, puis elle a fait une religieuse. C'est ça. Donc, coudonc. C'est pas une belle affaire. Et votre frère Félix? Mon frère Félix était fromager, comme moi, et il est brûlé accidentellement dans une maison à La Terrière en 1924. Vos parents sont demeurés longtemps à Shawinigan, vous, M. Trottier? Mais mon père n'avait pas vendu sa terre à ce moment-là. Il venait tous les printemps et l'automne faire ses récoltes et ses semences. Et dans le printemps, mon père est venu faire ses semences, puis il a contacté la typhoïde. Il est tombé malade à Normandin, il est remonté à Shawinigan, puis il est mort là, à Shawinigan, en 1903. Vous étiez Alors- pas vieux alors? Pardon? Vous étiez pas vieux? J'avais 9 mois. Qui veut dire que je n'ai pas connu mon père. Vous êtes devenu orphelin très jeune, comme ça. J'avais 9 mois. Bon. Auriez-vous des souvenirs heureux ou malheureux à nous raconter comme orphelin? Oui, j'en ai certainement des souvenirs. Mais un particulièrement, et celui-là m'a marqué pour le reste de ma vie. Comme les autres enfants, j'avais demandé à maman quelque chose à manger dans l'après-midi. Ma mère m'a répondu, pauvre petit garçon, si je te le donne après-midi, tu n'auras pas à soir. Puis elle s'est mise à pleurer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre compte de ça, mais à l'âge de 3 ou 4 ans, voir pleurer sa mère, là, c'est une chose qui marque un enfant. Oui, c'est un souvenir très, très triste. En avez-vous d'autres, monsieur Trottier, à la mémoire? Oui, Un peu moins triste? l'autre est moins triste un peu. Ma mère restait sur la ferme, qui n'était pas dans ce temps-là une ferme, c'était une terre de colons. Mais comme elle était jeune, elle avait fait la rencontre d'un garçon, un nommé Thomas Louis Bergeron,
qui était le frère d'Aimé Bergeron, puis d'Arthur Bergeron. Ils se sont rencontrés et ils sont décidés de se marier. Alors, la veille des noces, le futur était monté au village pour acheter quelque chose pour la noce. Il avait acheté un panier de raisins qu'il avait laissé sur la galerie avant d'entrer pour pas que les enfants le mangent tout. Mais notre voisin d'en face, Lucien Trottier, avait toujours des grands cochons à traîner dans la cour. Et c'est alors que les cochons ont mangé le raisin au lieu des enfants. Comment s'est passé votre enfance, monsieur Trottier? Mon enfance, je pense, s'est passée d'une manière assez normale. Après des études assez poussées, j'ai décidé d'apprendre un métier. Et ce fut celui de fromager. Voulez-vous nous expliquer, avant d'aller plus loin, là, comment ça se faisait le fromage, ça? Ben, le fromage, les cultivateurs apportaient leur lait à la fabrique, on le pesait, et dans ce temps-là, le lait était payé aux 100 livres, non pas suivant sa teneur en matière grasse comme aujourd'hui. Ensuite, avec de la présure, lorsque le degré d'acidité du lait était développé, on emprésurait le lait, qui prenait de 18 à 20 minutes à cailler. Et là, on le coupait avec les différents outils nécessaires à cet effet-là. Et ensuite, il nous fallait faire la cuisson du caillé, ce qui prenait environ 25 à 30 minutes. Et là, on attendait le mûrissement ou le développement de la bactérie lactique pour pouvoir sortir le petit lait, séparer le petit lait d'avec le caillé. Et là, c'était la mise en bloc. La mise en bloc devait durer 1 heure, 1 heure et demie, mais à être retournée toutes les 15 ou 20 minutes et maintenue à une température assez élevée pour ne pas qu'il refroidisse. Ensuite, le passage au moulin. Le passage au moulin se faisait à la main. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de machinerie, il n'y avait pas d'électricité. Alors, tout se faisait à la main. Ensuite, il fallait brasser ce fromage pendant environ à 1 heure jusqu'au développement, comme d'habitude, de la bactérie lactique pour pouvoir en faire le salage, dont le rôle du sel était d'arrêter temporairement le développement de l'acidité. Ensuite, la mise en moule. C'était tout un ouvrage. C'était assez dur dans ce temps-là de faire le fromage. C'était certainement dur, et ça, en santé ou malade, c'était tous les jours. Et le samedi soir en plus. Alors, qui veut dire que c'était 2 fabrications la journée du samedi, qui se terminaient assez souvent à 3, 4 et 5 heures le dimanche matin. Où étiez-vous installé ici au village? Là, vous alliez travailler, vous étiez installé ici. Où étiez-vous installé dans le village ici? J'ai appris mon métier
à la fabrique du village chez M. Antime Laganière. Mais le fabricant était M. Achille Chartier, qui a plus tard acheté une fromagerie dans le bas du rang et qui l'a gardé jusqu'à sa mort. Qui était curé à Normandin à ce moment-là? C'était l'abbé Didier Tremblay qui était mon oncle, un frère de ma mère. Alors, vous avez dû être appelé à servir la messe quand vous étiez jeune. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense que mes services étaient assez bien faits parce que c'était un travail de tous les matins et ce, tous les jours de la semaine, de même que le dimanche. Et le dimanche, le salut était dans l'après-midi et les vêpres le soir. Alors c'était service le matin, service l'après-midi et service le soir. En plus de ça, mon oncle curé avait, comme les autres curés du temps, une ferme qu'il exploitait. Et assez souvent, le fermier habituel devait s'absenter ou était congédié. Alors, c'était un autre téléphone chez nous pour demander d'avoir un homme pour faire le ménage. Ce à quoi je me prêtais assez bien malgré le peu d'expérience que j'avais dans ce domaine. Il n'y a pas d'autres petites affaires, des fois, il rendre service, votre oncle curé, rentrer le bois, différentes choses. Non, du côté du bois, ça, j'ai à peu près jamais rentré de bois au presbytère. Seulement que mes parents avaient le bureau de poste. Il y avait un magasin. En face de chez nous, il y avait une veuve, une pauvre veuve, Madame Rochefort. Puis voisin de chez nous, il y avait mon oncle Joseph, qui était malade depuis plusieurs années. Alors, mon occupation, après l'école, rentrer le bois au bureau de poste, rentrer le bois au magasin, rentrer le bois à maison privée, rentrer le bois sur Madame Rochefort, rentrer le bois sur mon oncle Joseph. C'était mon occupation jusqu'à mes devoirs. Maintenant, vous étiez fromager l'hiver, l'été, mais l'hiver, que faisiez-vous? Bien, dans ce temps-là, les personnes âgées vont se rappeler de ça, que les fromageries marchaient du 1er de mai au 1er novembre, parce que les cultivateurs laissaient aller les vaches, comme on dit. Donc, pas de lait. Alors, la fromagerie marchait. Mais la fromagerie ne marchait pas. Donc, il fallait penser à vivre non pas seulement en été, mais il fallait vivre en hiver aussi. Alors, je me suis dirigé vers la forêt, où je suis devenu mesureur de bois en 1924 avec un diplôme du Bureau des examinateurs de la province de Québec. Diplôme que je détiens encore depuis 54 ans. Il en est de même pour tous mes diplômes de beurrier, fromager et technicien en industrie laitière. Vous êtes resté fromager pendant combien d'années? Oh, je suis resté jusqu'à environ en 1942 ou 3, là. Je ne me rappelle pas trop. Mais à cause de la maladie, j'ai dû abandonner ce travail-là. Vous nous avez parlé de votre travail. Pourriez-vous parler maintenant de votre vie sentimentale, M. Trottier? Vous en parlez un peu plus par là.
Ben, ma vie sentimentale, j'aurais peut-être pas beaucoup de choses à vous raconter, parce que, Vous êtes marié aujourd'hui? oui, je suis marié depuis 1926. Et la Providence nous a gratifié de 9 enfants, dont 5 garçons et 4 filles. Et maintenant, la vie sociale, là, vous avez participé, je pense, beaucoup à ça, la vie sociale. Au point de vue social, j'ai commencé assez jeune à me mêler des activités paroissiales. D'abord, j'ai participé comme secrétaire à la célébration. J'ai participé à la célébration des fêtes du cinquantenaire de l'arrivée du premier curé. Puis, vous avez été dans l'organisation de plusieurs organisations aussi, si ma mémoire est bonne. Oui, j'ai été le président fondateur de la Chambre de commerce de Normandin. De même que, toujours avec l'idée de travailler pour le bien commun, j'ai été appelé à faire partie du conseil de ma municipalité, soit Normandin Village, comme échevin, durant, il me semble, 6 ans. On dit de nos jours que le bénévolat, c'est pas beaucoup à la mode, ça se tarie tranquillement. Est-ce que dans le temps, il y avait beaucoup de bénévoles qui participaient? C'était seulement du bénévolat. Il n'était pas question de paye, jamais. C'était du bon vouloir, du bénévolat. Est-ce que vous avez l'impression que les gens avaient plus de bon vouloir anciennement qu'il y en ont présentement? Je le pense. Je le pense sincèrement. Parce que chaque fois qu'il m'a été donné de demander quelques services à quelqu'un aux alentours de nous autres, j'ai toujours été accepté avec plaisir. Je reviens un peu en arrière, M. Trottier. Vous avez pas été épicier également? Boucher, épicier? Oui. À Normandin? Oui. La famille était déjà assez grande, les enfants assez grands. La femme avait très bien rempli son rôle jusqu'à maintenant, son rôle de mère de famille, mais je crois que c'était le moment où il fallait que l'homme, le père, se rapproche et participe de plus près à l'élevage des enfants. C'est pourquoi j'ai ouvert une épicerie que j'ai gardée pendant 17 ou 18 ans, que j'ai vendue il y a quelques années à l'âge de la retraite. Mais, Monsieur Trottier, vous avez tout le temps été un grand travailleur, je me souviens. Au travers de votre épicerie, vous avez été longtemps, je pense que vous avez travaillé longtemps pour Salomon Weiss, hein, pour le... Oui, comme secrétaire de l'achat des bleuets. Travail qui était très dur. Travail qui demandait beaucoup d'occupation et de responsabilité. Parce que j'aurais peut-être un aveu à vous faire. Je me rappelle très bien de l'année, je ne peux pas dire au juste l'année, mais la compagnie Hamel & Weiss pour qui je travaillais avait acheté 106 chars de bleuets dans l'espace de 5 semaines, qui veut dire que contrôler l'achat
et la vente de 106 chars de bleuets était tout un travail. Vous aviez affaire à tous les petits acheteurs, puis toute la responsabilité de l'argent. Exactement. Tous les petits acheteurs apportaient leurs bleuets au char. Nous les payions, mais il fallait les revendre ensuite. Et c'était par téléphone avec les Américains, parce que au Canada, ils se dépensaient à ce moment-là pas beaucoup de bleuets. Alors la vente se faisait par téléphone. Mais la vente ensuite était confirmée par télégramme. En plus de ça, je pense que vous n'aviez pas bien crédit. Il y a bien des fois que vous étiez à bord des chars à manœuvrer des boîtes, ça. Exactement, parce que je travaillais pour un pauvre homme. Alors il fallait lui être utile. Vous avez puis ça avait été combien de souvent le soir, durant la veillée, tout ça, pour la part de votre journée fait, ça. À peu près à toute heure de la nuit. Ça peut pas être tard de- Disponible à peu près à toute heure de la nuit. Quand il arrivait pour venir chercher ces bleuets-là, il arrivait du monde qui ne parlait pas français, pas des fois. Hein. Exactement. Vous étiez obligé de vous défendre. Exactement. Tant bien que mal, on se défendait comme on pouvait. Parlant de bleuets, justement, vous ne pourriez pas nous conter, vous êtes sûrement allé dans les bleuets avec votre famille à certaines reprises à l'automne, même pour le fun, pour ramasser. Est-ce que vous pourriez nous raconter ça? Une expédition de bleuets, peut-être un peu comique, là. Oui, il va sans dire que tous les ans, avec ma petite famille, on allait se ramasser des bleuets. C'était pas loin dans ce temps-là, aller au bleuet. À peu près à 3-4 milles du village, puis des bleuets, on en avait tant qu'on voulait. Alors, la femme préparait le lunch et on partait en famille. Les uns faisaient une bonne part, les autres faisaient pas grand-chose. Finalement, on revenait le soir avec une ramasse normale. C'était un bon apport financier, ça? Non, non. Ça aidait beaucoup? Ça, à ce moment-là, c'était pour nous autres seulement. On n'a jamais ramassé de bleuets. Ah, j'ai dit non. C'est vrai, en effet. Mes petites filles ont ramassé une couple d'années pour vendre. C'était pour payer leurs études. À ce moment-là, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait pas de revenus beaucoup. Alors, quand c'était le temps de partir pour les écoles, il fallait que la valise soit prête. Et c'est alors que les petites filles ramassaient du bleuet pour leur valise. C'était courant. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. À peu près tout le monde faisait ça. Puis c'était un moyen chantier, les champs s'emplissaient de monde ou c'était... Oh, le village se vidait. Le village se vidait, à peu près tout le monde allait au bleuet. Les uns pour vendre, d'autres pour eux autres seulement, mais à peu près, puis il n'y avait pas d'âge. Fait que là, ils partaient en char. C'est ça, en char, pas en char, en voiture. En voiture à piton. C'est ça. Ils attelaient... Oui. Ah oui. Comment ça s'appelait, ça, le cheval? C'était quoi les pièces, là? Nous autres, on ne connaît pas ça, là. Il faudrait nous expliquer ça. Là. Quand vous partiez avec un cheval, c'était quoi les préparatifs avant de partir avec un cheval? Ben, il fallait commencer par soigner le cheval, parce que le cheval, il ne vit pas à l'air du temps non plus, lui. Il fallait lui donner du foin et de l'avoine. Puis ensuite, ben, il fallait l'étriguer, il fallait l'écurer. Puis quand on avait affaire à sortir, ben, il fallait que le cheval paraisse bien pour pas avoir l'air trop pauvre. Pareil comme avec les autos aujourd'hui, on les... Exactement. On le frottait, puis... Avez-vous été mêlé à la politique, Monsieur Trottier?
autant que possible, je me suis abstenu de la politique. Du moins de près. De loin peut-être, mais de près, j'ai évité ça le plus possible. Avez-vous des souvenirs à ce moment-là en politique? Oui, Quand tu as été voir Jean-Joseph au Parlement. oui. Je me rappelle d'une élection. C'était une élection, si je ne me trompe pas, fédérale. Dans ce temps-là, il n'y avait pas la télévision. Alors, les rapports des pôles venaient par téléphone. Par télégraphe. Et puis, on se rendait donc vis-à-vis le pôle. Et l'officier rapporteur, chaque fois qu'il y avait un téléphone, il sortait sur la galerie puis il disait, disons par exemple, le pôle numéro 10, soit Saint-Félicien, majorité d'un tel, soit pour le candidat libéral, soit pour le candidat le conservateur, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien que deux partis. Cette fois-là, il y avait un certain monsieur de Normandin, un homme assez âgé, et puis, à un moment donné, il traversait du côté, parce que les clans étaient séparés. D'un côté de la rue, c'était les libéraux, ou les rouges, si vous voulez. De l'autre côté de la rue, c'était les bleus, les conservateurs. Et alors, ce vieux-là, lui, chaque fois que l'officier rapporteur sortait sur la galerie pour annoncer un résultat, dépendait de la majorité. Le vieux, lui, voyageait d'un côté ou de l'autre pour être sûr de ne pas se tromper. Il voulait gagner. Il voulait passer, du moins, pour avoir gagné son élection. Je m'en rappelle très bien. Il occupait une charge assez importante pour pouvoir ménager le chou et la chèvre. Vos sports favoris, vous disiez, aujourd'hui on parle de sport beaucoup. Avez-vous des sports favoris dans ce temps-là, M. Trottier? J'ai jamais été un sportif. Bon. D'ailleurs, dans ce temps-là, le sport, ça existait à peu près pas. Quoique, disons, rendu à l'âge adulte, puis assez avancé, je me suis attaché au hockey. Non pas comme joueur, mais comme spectateur. Et j'ai fait des démarches assez longues pour aller voir des joutes à Jonquière ou à Chicoutimi dans le temps des fameux castors de Dolbeau. J'imagine, on revient en arrière, vous veillez dans ce temps-là, quand vous étiez jeune, là, ou moins jeune, de quelle manière que ça se passait? Nos veillées. Bien, c'est assez difficile à dire des veillées intimes parce que, comme je vous dis, mon père avait un restaurant. Alors, lui passait la journée au restaurant, mais le soir, ben, il sortirait dans ses appartements, et puis c'est moi qui avais soin du restaurant. Alors, je m'en allais veiller au restaurant, c'est-à-dire que je gardais le restaurant jusqu'à 10h, 9h30, 10h, 10h30 du soir, tout dépendait. Mais quand il se faisait Aux réveiller, comment ça soirées. se faisait? Ah, Les soirées. les soirées, c'était du chant et de la musique. Et puis, des histoires. Aviez-vous la permission de danser? Oh non, ça c'était strictement défendu de danser. Oh non, il fallait s'accuser de ça. Et puis même, j'ai eu connaissance des refus L'absolution. d'absolution pour s'être accusé de danser. Alors, soit qu'on aille à confesse ailleurs, ou soit qu'on cache ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'hôtel comme aujourd'hui, la boisson coulait pas à flot comme aujourd'hui. Hein?
Non, non. Mais il y avait tout de même, comme aujourd'hui, la boisson circulait assez librement. C'est-à-dire que c'était de la boisson faite au pays qu'on appelait la baboche. Et puis, Ça coûtait pas cher. ça coûtait pas cher. Mais ça rendait fou aussi. En avez-vous vu faire? Oui, j'en ai même fait. C'est-à-dire que j'ai pas jamais fait de bière, mais j'ai fait du vin. Des vins faits à la maison. On a fait ça pendant 3 ou 4 ans, soit du vin de raisin, du vin de cerise. Mais de la bière, chez nous, à ma connaissance, mon père en faisait, mais moi, dans mon ménage, j'en ai jamais fait. Étiez-vous un joueur de tour, des fois, comme il y en a qui étaient le règlement, ça? Vous nous en raconter si vous en avez fait. Vous êtes bien curieux, là. On est ici pour ça. Oh, j'en ai tellement joué que ce serait assez difficile de vous en faire part d'un. Le tour le plus remarquable que vous avez joué, à peu près, là. Le plus pendable. Le plus pendable, vous savez. Là, je travaillais à Saint-Cœur-de-Marie. Je faisais le fromage à Saint-Cœur-de-Marie au lac Saint-Jean. Puis le dimanche, à la sortie de l'église, c'était pendant la construction du barrage de Chipcha. Dimanche, à la sortie de l'église, il y avait un groupe de jeunes gens qu'on passait, et puis qui insultaient à peu près tout le monde. Les gens s'étaient réchauffés, je suppose. Puis ils s'en allaient à l'hôtel Bimeur, qui était tout près de Saint-Gédéon. OK, on arrête là. L'hôtel qui est tout près de Saint-Gédéon,